Il y a un an, je développais un projet qui me permettait de scraper n'importe quelle page. En gros, je faisais beaucoup de scrapping et j'avais besoin de créer un truc que je pourrais répéter pour n'importe quel site. Juste mettre 2-3 indications en fonction du site et que ça fonctionne direct. C'était un assez grand projet qui prenait quelques milliers de lignes de code. En gros, c'était mon plus gros projet de scrapping. Le terme scrapping signifie récupérer de la donnée en automatique sur un site web. Par exemple, si vous voulez surveiller le prix des articles de vos concurrents, vous n'allez pas tout faire à la main. C'est mieux de coder un robot qui va faire ça en automatique. Ça, c'est un petit projet d'une formation d'Open Classroom, dans lequel on nous demande de scraper les données d'un site web. On écrit notre code dans ce qu'on appelle un éditeur de texte. Moi, j'utilise Visual Studio Code, mais il en existe plein d'autres. Pour les anciens, il y a Vim Emacs. Pour ceux qui ne savent pas qu'il existe déjà Visual Studio Code, il y a Sublime Text et les fous utilisent le bloc-notes. Comme vous voyez, ça fait quelques lignes de Python. On est à une centaine de lignes. Une fois que j'ai terminé, j'exécute ce code dans mon terminal. C'est pas uniquement les hackers qui utilisent le terminal. Par exemple, je suis un développeur et je l'utilise. Alors, j'exécute le code et là, le robot va directement chercher les sites web pour récupérer les données. Là, je commence à scraper ma première catégorie. Ça prend un petit peu de temps. Le robot que j'ai codé va récupérer les données sur Internet, les mettre dans un fichier au format Excel et ça donne ça au final. Pour éviter de perdre du code, le développeur l'enregistre sur son ordinateur d'abord, grâce à Git. Et par la suite, on envoie le code sur Internet, sur le site GitHub. C'est ce qu'on appelle faire un push, envoyer notre version Git qu'on a sur notre ordinateur sur Internet. Et ici, ça donne ça. Comme vous le voyez, c'est exactement le même code. Je l'ai enregistré sur le site GitHub. Si jamais je perds mon PC ou il ne redémarre plus, mon code est toujours sur Internet. Un soir, je me dis, je vais continuer chez moi, donc je ramène mon PC du taf, je mets dans mon sac. Avant de rentrer chez moi, je vais à un meet-up, je croise un ami là-bas, on discute un peu. Au moment de repartir, je vois que mon sac n'était plus là. Ça fait chier. Adieu le MacBook du taf, adieu mon casque Bose QC35. Et le sac à plus de 100 balles, ouais ça aussi ça fait mal. D'ailleurs pendant quelques jours j'ai eu cette idée que quelqu'un allait me dire « Eh tiens voilà ton sac tout ça ». C'est jamais arrivé. Mais bref, le lendemain je raconte tout ça au taf, ils étaient assez compréhensifs d'ailleurs merci à eux. Et là je reprends mon taf et je me dis « C'était quand la dernière fois que j'avais envoyé mon code sur GitHub ? Quand la dernière fois que j'avais fait un push ?» Je me dis au pire j'ai perdu une journée de taf parce que je faisais pas des pushs tous les soirs. Je vais sur GitHub, je regarde, le dernier push remonte à 4 jours. 4 jours c'est énorme. D'ailleurs, c'est une putain de leçon. Tous les soirs maintenant, je fais des pushs. Crois-moi, c'est devenu une habitude. Je retourne sur une version dégueulasse, avec plein de bugs, des trucs que j'avais déjà réglés. Mais comprenez cette frustration quand t'as déjà passé énormément de temps sur un truc, et là tu retournes à zéro, quoi. Ça fait mal. À un moment, je me dis, bon, j'ai la flemme de recorriger ces bugs-là en sachant que c'était vraiment chiant. Donc je décide de recommencer à zéro, en fait. Je me suis dit, pourquoi pas? Vas-y, ça c'est le moment de repartir sur de bonnes bases. Surtout qu'au final, j'avais trouvé des petites astuces pour faire ce que je faisais, en fait, en beaucoup plus simple. Donc je recommence à zéro et miracle, je termine le programme au bout de 2 jours. Mais il était 10 fois plus optimisé. C'est-à-dire que au début, ça me faisait environ 2000 à 3000 lignes. Et là, je me retrouvais un truc avec 500 lignes. Je pouvais envoyer ce bot sur n'importe quel site avec n'importe quel anti-scrap. Il arrivait à récupérer les données sur les sites. C'était fantastique. Et là, c'était la première fois que je me posais des questions sur le nombre de lignes de code, en fait. Donc je vous pose la question, selon vous, est-ce que le nombre de lignes de code est un bon indicateur de la qualité du programme? Après réflexion, c'est comme si on disait, est-ce qu'une histoire qui est racontée dans un livre avec énormément de pages est mieux qu'une histoire avec très peu de pages? C'est totalement con, on est d'accord. C'est pas parce qu'il y a énormément de pages, ça va faire une belle histoire. De même, c'est pas parce qu'il y a très peu de pages que l'histoire va être très bien racontée, machin. Non, ça n'a aucun sens. Ça dépend de l'histoire. C'est un peu la même chose avec le code, en fait. Mais on peut quand même se dire, si on fait très peu de lignes, c'est ultra optimisé, donc c'est peut-être mieux. Imaginez que vous créez une page web qui est visitée plus d'1 million de fois par jour. Si vous optimisez le code de ne serait-ce quelques kilooctets, au final, ça va faire un énorme gap sur la journée. C'est pas énorme, comparé à des vidéos YouTube, tout ça, mais c'est quand même pas mal, tu vois. Cette page-là va être téléchargée beaucoup plus rapidement, moins de code égale page plus légère, mais un programme très optimisé, c'est un programme difficile à lire. Si vous retournez sur ce code-là, ça va être très compliqué, surtout si au lieu de faire un if classique, vous faites des ternaires par exemple, dans des returns, des fonctions dans la ternaire, bref. A contrario, si vous faites un code avec beaucoup de commentaires, en créant des variables avec un nom assez clair, et en détaillant le code,
Vous allez certes avoir plus de lignes de code au final, mais vous allez économiser énormément de temps sur la relecture et le débugage. Est-ce qu'au final, ça ne dépense pas moins d'énergie? Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai entendu une histoire, comme quoi, avant, dans certaines entreprises, les développeurs étaient rémunérés sur le nombre de lignes de code qu'ils fournissaient par jour. Est-ce que vous comprenez le bordel? Si vous rémunérez un développeur sur le nombre de lignes de code qu'il fait tous les jours, eh ben il va en faire des lignes en fait. C'est simple de faire beaucoup de lignes. Une phrase qui est attribuée à Bill Gates. Mesurer le progrès de la programmation par ligne de code, c'est comme mesurer le progrès de l'aviation en proie. Effectivement, ça n'a aucun sens. Imaginez que pour mesurer l'efficacité d'un préparateur de commandes, l'un des tafs les plus difficiles du monde, croyez-en mon expérience, je l'ai pas fait longtemps, mais mon dos s'en souvient. Si on compte l'efficacité de l'employé par nombre de pas qu'il effectue chaque jour, on est d'accord. Une fois qu'ils vont comprendre la manip, une fois qu'ils vont comprendre comment on mesure leur efficacité, eh ben ils vont marcher comme des bâtards. Si normalement, ils devaient faire le chemin le plus court pour aller récupérer un truc, au final, il va faire tout le tour de l'entrepôt pour récupérer la même chose. Parce qu'il va gagner plus en faisant ça. Eh ben, c'est la même chose. Maintenant, on peut se poser la question, quelle est la taille idéale? Selon moi, optimiser pour optimiser, c'est bien seulement pour donner bonne impression auprès des autres développeurs. Mais techniquement, c'est de la merde. De même que écrire énormément de lignes, se répéter, ça aussi c'est de la grosse merde. Donc, entre les deux, c'est-à-dire un code bien détaillé, avec des noms de variables, des noms de fonctions, des noms de classes assez clairs, qui soit malgré tout optimisé. Très peu de répétitions, dès qu'il y a une répétition, on crée une fonction à part et on appelle cette fonction, etc., etc. Ça paraît logique pourtant, mais je vous garantis qu'on tombe très rarement sur ce genre de choses, alors que ça devait être la norme. En programmation, on évite au maximum les répétitions. Si vous faites quelque chose plus de 2 fois, à ce moment-là, vous allez faire une fonction à part qui va faire cette action. Et dans votre programme, à chaque fois que vous aurez besoin d'effectuer cette action, vous allez appeler cette fonction. Mais si maintenant vous décidez de rémunérer vos employés en fonction du nombre de lignes qu'ils effectuent chaque jour, vous pouvez être sûr qu'à la fin, ils vont vous pondre des lignes, ils vont vous répéter du code, ils n'en auront rien à cirer. Et je pense même que ça pénaliserait les bons développeurs qui se disent « Non, je vais chercher un moyen d'optimiser, de machin... » Non, là, il n'y a pas ça. Plus il y a de lignes de code, plus il y a de chances qu'il y ait des bugs. Et plus on va mettre de temps pour trouver ces bugs et les régler. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Plus vous êtes nombreux et plus on pourra produire du contenu. Et si vous aimez ce contenu, faites-le nous savoir dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous relire. En moyenne, les développeurs écrivent selon vous combien de lignes par jour? Écrivez en commentaire ce que vous pensez maintenant. Après, bien sûr, je vais apporter la réponse. Selon les quelques études qui ont été faites là-dessus, un développeur écrit en moyenne 10 lignes de code par jour. C'est très peu en fait. C'est pas vraiment le taf d'un développeur d'écrire que des lignes de code. La majorité du taf d'un développeur, c'est la recherche justement. C'est trouver comment on va développer ce qu'on a envie de développer. J'aime cette phrase. Et une fois qu'on a établi les caractéristiques qu'on voulait, ce qu'on voulait dans notre code, à ce moment-là, il faut aller sur les docs, ça coûte énormément de temps, tu vas chercher sur Google si jamais tu as un problème, il faut régler les bugs, donc au final, on peut passer des journées à ne rien écrire, mais à optimiser ou à rechercher. Et j'ai vu certaines personnes dire sur les réseaux que leur patron se demandait s'ils travaillaient bien parce qu'ils étaient souvent sur Internet. Je suis désolé, tu coupes Internet, un développeur... Bref, ce genre de patron, fuyez ces entreprises-là. Et les experts du code, ceux qui ont plusieurs années quoi, ils peuvent écrire jusqu'à 50 lignes par jour, en moyenne. Bon, il y a certains qui vont faire une centaine, 200, mais en moyenne c'est 50, tu vois. Alors, tu vas pas faire énormément plus. Si on compte sur chaque jour de la semaine, je pense que c'est à peu près ça la moyenne, effectivement. En tout cas, moi je rentre là-dedans. Mais maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, c'est quoi les plus grands programmes écrits par l'humanité? Les infos disponibles sur Internet les plus récents là-dessus, que j'ai trouvé, datent de 2015. Malheureusement, j'ai pas quelque chose d'assez récent, mais ça reflète à peu près la réalité actuelle. Tout d'abord, un simple jeu iPhone. En 2015, je précise, faisait environ 10 000 lignes de code. Ça commence déjà bien. Je ne pense pas avoir écrit 10 000 lignes de code sur un seul programme, à moi tout seul. La première version de Photoshop faisait déjà 100 000 lignes de code. On était dans les années 90. C'est pas mal. On pouvait pas faire grand chose dessus. 100 000 lignes quand même. Age of Empires Online faisait déjà 1,2 million de lignes de code. C'est déjà gros. Linux Kernel, la version 2.2.0, faisait 2 millions de lignes de code. Tout comme Unreal Engine 3.
C'est un moteur graphique 3D pour faire des jeux vidéo. Actuellement, on est à la version 5 et on peut même faire des films avec, tellement c'est devenu puissant. Mais bref, à l'époque, en 2015, on était toujours à la version 3 et ça faisait déjà 2 millions de lignes. J'imagine même pas la version 5. Un drone militaire américain faisait 3,5 millions de lignes de code. Eh ben oui, tu peux pas tuer quelqu'un sans faire exprès, il faut pas qu'il y ait de bugs là-dessus. Donc ça doit être ultra optimisé. Ils disent pas si c'est un drone avec intelligence artificielle ou non, mais bref, il faut que ça ait un minimum d'autonomie si jamais il y a un problème de connexion, il faut pas que ça se casse la gueule, c'est... Bref, 3,5 millions de lignes de code pour un drone de l'armée américaine. World of Warcraft, un jeu vidéo online encore, faisait 5,5 millions de lignes de code. Tout ce qui était possible de faire là-dedans, ça m'étonne pas. Maintenant, on va aller sur le top 5 des plus grands programmes jamais écrits par l'homme. Numéro 5, les outils de Microsoft. Windows. La version de Windows XP faisait 40 millions de lignes de code et la version de Windows 7 aussi. Deux Windows extrêmement aimés par la communauté. Mais ce qui est drôle, c'est que la version de Windows Vista faisait quant à lui 50 millions de lignes de code. Un Windows qui est très détesté par la communauté. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Je ne pense pas, mais bref, c'est assez drôle. En sachant que Windows Vista est sorti avant Windows 7 qui est plus petit que lui. Parmi les outils de Microsoft, on a aussi Visual Studio Code. 50 millions de lignes de code pour la version 2012. J'aurais jamais imaginé ça. Qu'est-ce qui peut être plus gros que Windows? Facebook. Eh ben ouais, Facebook faisait 62 millions de lignes de code. Vous imaginez? Un site web, bordel. Bon, j'abuse un peu, c'est plus seulement un site web. Je sais qu'ils ont créé un compilateur spécial pour PHP, ils ont créé plein de choses comme React... Si je dis pas de bêtises, ça se trouve je dis de la merde. Bref, Facebook, c'est bien plus qu'un site web. C'est vraiment un pays à part, tu vois. Ensuite, on a Debian, la version 5. C'est quand même incroyable. Debian version 5, plus de 68 millions de lignes de code. C'est énorme. C'est juste énorme. C'est plus que Windows d'ailleurs. Ensuite, on a macOS X Tiger qui faisait 86 millions de lignes de code. Énorme. Avec très peu de bugs, hein, je m'en souviens. Je dis ça comme si j'avais un Mac. Mais bref, c'est la réputation. Pour tout ce qui est Mac, je vous laisse avec Aiga. Bref, lui, il s'y connaît. Moi, je connais pas grand-chose. Ensuite, en numéro 2, quelque chose que je n'aurais pas soupçonné. C'est le logiciel de bord qui se trouve dans les voitures. J'aurais jamais imaginé que ça prenait autant de place. En numéro 2, plus que Windows, plus que Facebook, que Mac. D'après vous, ça prend combien? Ah ben, on est à 100 millions de lignes de code. Ça, c'est pour les véhicules haut de gamme ou milieu de gamme. Quand c'est entrée de gamme, généralement, c'est des plus petits logiciels. Je sais pas si là-dedans, ils comptent les logiciels de véhicules en intelligence artificielle. Je ne sais pas, je pense même que ce sera peut-être plus pour éviter des accidents. Le numéro 1, qui faisait en 2015 plus de 30 fois Facebook, c'est énorme. Je suppose que vous l'avez deviné, c'est Google. Google en 2015 faisait 2 milliards de lignes de code. 2 milliards. Là-dedans, il n'y a pas seulement le moteur de recherche Google, il y a aussi tout ce qui vient avec. Google Sheet, Google Slide, Google Doc, Google, je sais pas quoi, bref, il y a tellement d'outils Google. Je sais pas s'ils comptent Android là-dedans, je ne pense pas. Pour arriver à 2 milliards de lignes, vous imaginez le nombre de développeurs qui travaillent là-dessus? C'est incroyable que le numéro 1, c'est-à-dire Google, soit aussi loin par rapport aux autres. C'est-à-dire que ça fait quand même plus de 30 fois Facebook, plus de 20 fois macOS en 2015. Mais quand même, c'est énorme. Mais ça ne m'étonne pas, parce que Google, ce n'est plus les petits programmes qu'on imaginait. Non, c'est devenu quelque chose de monstrueux. C'est quand même un argument pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent concurrencer facilement ces services-là. Ceux qui pensent qu'on puisse refaire YouTube, qu'on puisse refaire Facebook, qu'on puisse refaire Google avec 2-3 lignes de code et un employé payé au SMIC, les gars, c'est mort. Regardez la quantité de code qu'ils ont fourni pour qu'on ait ces services. Donc, au bout d'un moment, il faudra mettre la main au porte-monnaie, il faudra engager une petite équipe, voire même une grosse équipe, pour essayer de faire la même chose. Essayez, j'ai bien dit. C'est pas sûr qu'il y ait du succès. Donc, les gens qui vous disent « Est-ce que tu peux me refaire Facebook ?» Envoyez-leur cette vidéo. Cette vidéo-là, c'était pour vous montrer que des fois, j'ai des réflexions de merde, et puis je me dis « Pourquoi pas ?» Vous partagez ça, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'avais jamais vu une vidéo comme ça sur YouTube, donc pourquoi pas produire cette vidéo. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Il y a 6 mois, on était 60. Maintenant on est 600, x 10. J'aime bien ça. C'était Joseph et je vous dis à bientôt parce que le web ne dort jamais. Ciao.